Bonjour à tous et bienvenue sur Business Positif. Si vous avez l'ambition de mettre en place les meilleurs leviers marketing à la fois durables, efficaces et alignés avec vos valeurs, vous êtes au bon endroit. Je suis Mélodie Schmoss, entrepreneur de l'impact, et chaque semaine, je pars à la rencontre de ceux qui font du marketing un atout incontournable de leur réussite. Le but ? Vous donner un maximum de clés pour atteindre vos objectifs de business et d'impact. Si cet épisode vous plaît, partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcasts. Salut Clément, trop contente de te recevoir sur Business Positif. Bonjour Mélodie, ravi d'être là. Ça fait un petit moment que je t'avais contacté, je crois, et qu'à chaque fois il y a eu des allers-retours ou des annulations, et donc je suis vraiment contente qu'on y arrive enfin là, en cette fin d'année 2021, mais pour une diffusion en 2022, et que tu puisses nous raconter un peu l'aventure InnovaFeed. Écoute, c'est un plaisir de pouvoir le faire. Alors on va commencer avec la petite question que je pose souvent en début d'épisode, qui est pourquoi tu as choisi, toi, de travailler et de lancer une entreprise à impact ? Moi, je m'étais fixé un peu un ultimatum. J'avais commencé à bosser après des études d'ingénieur dans le conseil. Ouais. Chez McKinsey, je m'étais donné, quoi qu'il arrive, au bout de 5 ans, tu te prends 3 mois de congé sabbatique et tu réfléchis à ce que tu veux faire de ce que tu auras appris. Et quelque part, heureusement qu'il me l'était posé parce que cet ultimatum, parce que sinon j'aurais été pris par le flow, par l'écosystème dans lequel t'évolues, et ça a été assez salutaire. Et au cours de ce break que j'ai pris, euh, la question auquel j'ai voulu répondre, c'est de quel projet je pourrais être fondamentalement fier. Ouais. Quel projet je pouvais construire en étant certain que quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat, 10 ans, dans 10 ans, je pourrais me retourner et me dire je suis fier d'avoir fait ça, je suis content d'avoir utilisé mon énergie et ce que je pense savoir faire dans ce domaine, et j'ai aucun regret. Pour moi, c'était vraiment le critère, et après, j'ai pas mal discuté, réfléchi avec des collègues, avec des amis, sur quel pouvait être ce projet, et quelque part, au fur et à mesure, le projet d'InnovaFeed s'est affirmé pour plusieurs raisons, par l'ampleur qu'il pouvait prendre, pour la direction de son impact, par le rôle qu'il pouvait jouer sur la durabilité de notre système alimentaire, par le Ouais. côté aussi inclusif qu'a l'industrie, en fait, de créer des emplois. Est-ce que tu peux déjà me dire une phrase recontextualisée ? InnovaFeed, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi sa mission ? C'est quoi son activité ? C'est quoi son ambition ? Si on commence par notre ambition, ce que l'on souhaite faire, c'est contribuer à construire un système alimentaire plus durable. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est travailler sur les deux principaux défis qu'on voit par rapport à ce système alimentaire. C'est un, son impact carbone. Deux, son impact sur la biodiversité. Si tu regardes son impact carbone, aujourd'hui, le système alimentaire, c'est directement ou indirectement 20 ou 25% des émissions de CO2. Et Ouais. ça, il faut qu'on le réduise de 70% si on veut être cohérent avec la trajectoire d'augmentation de la température de 1,5 degré. Deuxième problème, je l'ai évoqué, c'est la biodiversité, où le système alimentaire est responsable de 80% de la perte de biodiversité au cours des dernières années. Et nous, notre conviction, c'est que l'insecte peut être un levier très puissant pour améliorer la durabilité de ce système alimentaire. Est-ce que tu peux me parler de levier, et d'un levier en particulier qui te semble intéressant à partager pour justement, une fois que vous avez un peu décidé de vous lancer, qui vous a permis de vous développer dans un premier temps ? D'abord, il faut comprendre en fait qu'au début de tout projet entrepreneurial, tu as un cercle à casser. Ouais. Parce que quelque part, pour pouvoir développer un produit, tu as besoin de financement. Mais pour avoir ces financements, tu as besoin d'avoir des contrats et du chiffre d'affaires. Et pour avoir ces contrats ou ce chiffre d'affaires, tu as besoin d'avoir un produit que tu n'as pas développé parce que tu n'as pas de financement. Donc c'est un cercle. Et il faut le casser, ce cercle. Il faut trouver un moyen ou un autre de le casser. Et nous, on l'a cassé en ayant des contrats avant d'avoir un produit ou des financements. Ok, hyper Et, intéressant. et il y a plein d'autres façons de le faire. Hein. Tu peux le casser en levant des fonds Ouais. parce que tu es sur tes réussites passées. Tu peux le casser en ayant développé dans son garage un prototype. Dans tous les cas, tous les projets entrepreneuriaux
pour commencer, doivent casser ce cercle. Ouais. Et donc, pour nous, en fait, on a réussi à structurer des contrats et des filières assez tôt dans le projet. Donc, comment on s'y est pris? On a commencé par se prendre, par se prendre des murs. On allait voir nos clients, qui sont par exemple les acteurs qui fabriquent des aliments pour les poissons. On leur a dit, que pensez-vous de mettre de la protéine d'insectes à la place des farines de poissons dans l'aliment des poissons? Et le retour était pour assez froid, d'une part parce que l'idée n'était pas nouvelle, d'autre part parce que ils voyaient en fait pas mal d'obstacles. Et dans le système alimentaire, l'innovation va lentement également. Et l'argument qui nous a été opposé, c'est notamment, écoutez, de toute façon, même si nous on le souhaitait, la grande distribution ne voudra pas de poissons nourris avec des protéines d'insectes. Okay. Et là, on s'est dit, c'est intéressant. On a pris notre téléphone et on a appelé la grande distribution. On a appelé par exemple notamment Auchan, un monsieur qui s'appelait Jacques Le Cardinal. On disait, il paraît que vous ne souhaitez pas que vos truites, vos saumons, soient nourris avec de la protéine d'insectes plutôt que des farines de poisson. Et là, ce monsieur, sa réaction, ça a été, non, pas du tout. Moi, je suis pêcheur. Quand je vais à la pêche, je vais pêcher avec des asticots, je vais pêcher avec des mouches. C'est ça. Les poissons mangent des insectes. C'est parfaitement naturel, ça tombe sous le sens. Je vais être le premier à mettre sur le marché des truites et des saumons nourris avec des protéines d'insectes, plutôt que du soja ou de farine de poisson. Et donc, venez nous voir, parlez-nous de votre projet, et convainquez-nous que c'est faisable, et puis on y va. C'est exactement ce qui s'est passé. On est allé voir ce monsieur, on lui a expliqué le projet, on a expliqué quel était notre plan pour se développer, et avec lui, on a construit toute la filière. Donc, on allait voir ses fournisseurs, qui sont les pisciculteurs, on allait voir les fournisseurs de son fournisseur, qui sont les fabricants d'aliments pour poissons, qui sont nos clients, et on a reconstitué la chaîne, et on a mis en place cette filière. Une fois qu'on avait cette filière, on a pu sécuriser un certain nombre de financements et commencer à mettre en place la technologie qui était nécessaire pour pouvoir développer le produit. Donc en fait, il vous a fait confiance à vous en tant que personne et au plan que vous aviez, même s'il n'y avait rien de tangible à ce stade en fait. Il a fait confiance dans le projet. Ok, hyper intéressant. Et donc de là, vous avez construit la filière. Donc en fait, comme tu disais, c'est un peu quand même ça qui a permis derrière de sécuriser, derrière de tester avec directement une clientèle. Est-ce que vous avez décidé de tout faire avec eux pour bien développer et ensuite partir sur d'autres? Oui, alors en fait, on était, je pense, 6 sur la société. Maintenant, on est 250. Et par conséquent, effectivement, on a développé d'autres filières. Mais cette filière de truites nourries à l'insecte, commercialisée dans les magasins, présentée comme telle, reçue et plébiscitée par les clients qui comprenaient la naturalité, l'impact environnemental, a été catalytique pour après signer des contrats beaucoup plus importants avec nos clients directs qui sont des géants comme Cargill par exemple, comme Skretting. Ça a été le point de départ parce que c'était la preuve jusqu'au consommateur que ça fonctionnait sur le plan technique, environnemental, économique et marketing. Comment ça s'est mis en place? Comment vous avez travaillé avec justement cet acteur-là? Comment vous l'avez approché ou est-ce que c'est lui qui vous a approché? Comment ça se passe en fait de commencer à bosser comme ça? Ça commence par avoir une stratégie. Et nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est construire des partenariats commerciaux avec les plus gros acteurs mondiaux de nos secteurs. Et c'est ce qu'on a fait par exemple avec Cargill. On a signé différents contrats, des contrats qui vont jusqu'à 10 ans sur plusieurs de nos produits, qui ont chacun des valeurs de plusieurs centaines de millions d'euros. Je pense qu'on les a convaincus en articulant une vision très claire, en ayant des preuves de concept commerciales, comme celles que je viens d'évoquer avec Auchan, mais aussi des preuves de concept technologiques, en ayant construit les sites à plus grande échelle, en ayant réussi à mettre en place un partenariat gagnant-gagnant, où eux trouvaient une solution technologique qui permettait de résoudre certains de leurs défis, la réduction des émissions de CO2, la réduction de l'impact sur la biodiversité de leurs produits, et Innovafeed apportait une crédibilité, une assise financière qui nous permettait d'investir de façon sereine dans le développement de notre projet. Ok, hyper intéressant. Est-ce qu'il y avait une demande de leur part de savoir sur quoi vous vous engagiez en termes d'impact carbone, de justement biodiversité, comme tu nous parlais? Je pense que non, jamais, parce que quelque part,
tu prends les devants en fait. Ouais. Et tu fais pas une politique RSE pour répondre aux besoins de quelqu'un d'autre. Une politique RSE parce que c'est la boîte que tu veux créer, c'est presque même la finalité de ton projet, quoi. Qu'est-ce que c'est que le projet dont tu pourrais être fier? Quelles sont les valeurs? Quelle est la mission que tu as envie de défendre? Et ça devient ta politique RSE. Tout en découle. Tu te fais et ça doit venir des tripes en fait, ce qu'on appelle une politique RSE. Ça doit venir de Ouais, ce que bien tu as sûr. envie, des fondamentaux de pourquoi tu as fait ce projet au départ et qu'est-ce que tu veux poursuivre, qu'est-ce que tu veux atteindre, qu'est-ce que tu veux construire, qu'est-ce que tu veux pouvoir raconter à propos de ce projet. Euh, et par conséquent, mais c'est pour attirer les talents qui partagent les mêmes valeurs. Oui, c'est ce dont on parlait juste avant et c'est hyper intéressant de venir sur ce sujet-là parce qu'au final, on parle de marketing et de com dans ce podcast et on peut parler des fois, on peut être très spécifique sur est-ce que tu utilises Google Ads ou pas et est-ce que c'est responsable, autant que parler plus largement. Là, on est sur une industrie, c'est évidemment d'autres codes et au final, les codes du marketing ou de la com, vous allez plus les utiliser sur cette partie marque employeur. Et au final, il y a aussi plein de clés que tu peux nous donner parce que ce que tu disais en amont quand on préparait un peu cet échange, c'est que la marque employeur, elle se crée aussi naturellement quand on a une mission qui est forte, des valeurs qui sont fortes et c'est ça qui va attirer les talents. Donc ouais, je veux bien que tu nous parles un petit peu de ça. Moi, j'ai une conviction très forte. Ce qui fait la réussite d'un projet, c'est euh, c'est très fortement la qualité de l'équipe que tu constitues autour de ce projet et la capacité à construire une équipe également qui est unie, qui est soudée, qui partage, qui est solidaire, qui partage des valeurs, qui est heureuse de bosser ensemble. Et donc le recrutement, c'est absolument critique dès le début d'un projet. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose sur lequel on a investi énormément de temps. Moi, je pense qu'aujourd'hui encore, je passe 25% de mon temps à travailler sur ces sujets-là, à recruter. Euh, et je suis partagé quelques chiffres. On a à peu près doublé de taille. On a recruté 130 personnes, mais on a reçu 15 000 candidatures. On a fait passer 900 entretiens. Au final, tu recrutes 130 personnes. Et donc, tu as besoin, en fait, pour Ouais. pouvoir avoir les meilleurs talents, d'avoir un vivier, une notoriété. Il faut savoir le gérer. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de bien lier ça au fait que, comme tu nous le disais, c'est une des clés de réussite de ton projet aussi derrière. C'est la capacité à recruter les bonnes équipes pour justement aller vers ta vision, quoi. Définitivement. Les meilleurs talents, des talents internationaux, des talents qui partagent les bonnes valeurs avec du drive, de l'énergie, du leadership, qui sont empathiques, qui sont forts analytiquement. C'est ça qui fait ta réussite. Et donc, si on relie ce point avec des valeurs, euh, je Yes. pense que c'est très important de comprendre que le premier facteur d'attractivité d'un projet, c'est sa mission, c'est ses valeurs. Euh, Aujourd'hui, les gens qui rejoignent Novafil, ils le font parce qu'ils croient à ce qu'on est en train de faire et ils veulent participer, ils veulent faire partie d'une organisation humaine qui vit réellement nos valeurs. Donc en fait, ils vont incarner autant que vous le projet derrière. C'est-à-dire que quand on parle, parce qu'il y a des grands mots qu'on adore utiliser, les ambassadeurs, les salariés ambassadeurs, etc. Mais en fait, c'est que plus simplement, ils vont vraiment incarner, s'approprier le projet et ça devient un peu, ils apportent leur pierre à l'édifice du monde en travaillant avec, enfin, pour Innovafeed, quoi. Ils rejoignent le projet parce qu'ils sont fiers de ce qu'ils vont faire. Euh, et, Ouais. euh, et c'est ce qu'ils véhiculent lorsqu'ils en parlent. Et ça démultiplie, même quand tu es fier de travailler pour un projet, ça démultiplie ton énergie, ça démultiplie ta bonne volonté, ça démultiplie ta capacité à comprendre tes collègues, à gérer les conflits, à trouver des solutions innovantes. Ça change tout, en fait, surtout dans un truc où tout est à construire. Et ça rejoint aussi cet esprit entrepreneurial dont tu me parlais, que il y avait quand même beaucoup ça. Tu me disais dans l'équipe que vous ressentiez. Il y avait ces rendez-vous du vendredi. Je veux bien que tu nous en dises un mot aussi sur un peu un type concret d'animation, d'équipe soudée que vous mettez en place alors que vous êtes bientôt 300. Je pense que on tire beaucoup d'énergie de voir
le projet auquel on croit progresser au fur et à mesure. Et c'était quand tu Ouais. es 20, 30, 40 dans un projet, c'est assez facile, à travers les discussions informelles, de voir en fait comment le projet se développe, comprendre ce que font les autres, comment ta contribution constitue une partie d'un tout plus large et de voir le progresser. Quand tu atteins une certaine échelle, je dirais 100, 80, 100 personnes, ça devient un peu plus compliqué. Tu sais plus ce que font tes collègues. Tu travailles sur un petit bout très spécifique d'un process technique ou sur des fonctions administratives très particulières, et tu ressens le besoin de sentir que t'es pas juste un rouage, mais que tu es un contributeur à un projet dont tu peux encore être fier. Et donc, on a cherché pas mal de moyens de pouvoir maintenir cet esprit entrepreneurial, cette vision globale, donner cette vision globale à tout le monde du projet. Et ce qu'on a mis en place, qui fonctionne relativement bien, c'est ce qu'on appelle les weekly briefs. Donc, on prend une demi-heure à 14h chaque vendredi et on aborde 3-4 projets phares, 3-4 résultats, 3-4 réussites de la semaine qui s'achève. Et on donne la parole en fait aux équipes. Donc, ça peut être présenter la signature d'un nouveau contrat, ça peut être présenter la mise en place d'un nouvel outil, ça peut être présenter une solution technique qui a été trouvée, un résultat de R&D, ça peut être les avancées de négociations pour un prochain site d'Innovacid. Et je pense que d'une part, les gens sont très fiers de raconter les difficultés qu'ils ont rencontrées, les solutions qu'ils ont trouvées. Et chacun, en fait, se dit, ah ouais, mais alors moi, j'ai un peu galéré cette semaine, mais je vois tous mes collègues qui ont eu des super réussites, et ça contribue, en fait, c'est un outil, je trouve, assez puissant d'appartenance et d'énergie dans le projet. En particulier lorsque les semaines sont dures. Oui, ça permet de prendre le recul et de voir comment le bateau entier avance aussi. Exactement, mine de rien, c'est exactement ça. Et qu'on fait partie de ce bateau. Même quand on a une semaine un peu moins bonne, le bateau avance. Ouais, on a l'impression que tout ce qu'on a essayé de faire dans la semaine n'a pas marché. C'était une très mauvaise semaine. Trouver de l'énergie dans les réussites de ses collègues et de se dire, en tant qu'équipe, on avance, quoi. Est-ce que tu pourrais me dire à quel moment l'entreprise aurait pu capoter? J'ai envie de dire au cours de la première année. Parce qu'on s'est lancé en mai 2016. On a créé Innovafid en mai 2016. Et fin 2016, on apprend qu'un jalon essentiel est en train d'arriver. C'est l'ouverture du marché européen de l'aquaculture pour les protéines d'insectes. Et que cette ouverture aurait lieu le 1er juillet 2017. Et vous étiez dit, on a un peu de temps, et là vous vous dites, waouh. On s'est dit, on était pressés, on était impatients, mais on savait pas que c'était à ce point-là. Et on avait aussi la conviction qu'il fallait, si on voulait devenir les leaders de cette industrie, sachant qu'il y a peut-être à peu près une centaine de sociétés en Europe qui vont essayer de se développer sur ces créneaux et qui étaient parmi les dernières à se lancer. On dit, il faut être parmi les premiers à disposer d'une capacité de production commerciale, industrielle, les premiers sur le marché, pour pouvoir bénéficier après des investissements qui vont avoir lieu dans ce secteur pour lequel le potentiel de marché s'est libéré. Et donc l'objectif qu'on s'est fixé, c'est soyons prêts à l'été 2017 de commercialiser justement pour Auchan des volumes de protéines. Et pour ça, il fallait construire un site, une ferme verticale, une usine. Et on avait plusieurs problèmes. C'était un investissement d'environ 5-10 millions d'euros. On n'avait pas les financements. C'était un projet industriel et d'ingénierie complexe, donc un process très très nouveau. Et puis on n'avait pas l'équipe pour le concevoir. Et le dernier problème. Donc pas de financement, pas d'équipe, ça commence bien. Et le troisième problème qu'on avait, c'est on n'avait pas le droit de construire une ferme d'insectes. Il y a la réglementation permettait l'utilisation de protéines d'insectes pour nourrir des poissons, mais n'autorisait pas l'élevage à très grande échelle d'insectes. Il fallait construire cette réglementation. Et on s'est dit, c'est pas très grave, on va trouver des solutions. C'est là où on illustre un peu la folie de l'entrepreneur, non, quand même, des fois. Ouais, tu te dis, en fait, quelque part, au début, tu n'as pas grand-chose à perdre. Et tu as tellement envie d'y arriver.
et je pense qu'effectivement, Oui, c'est cette flamme. ouais, Non, mais avec c'est clairement cette flamme qui fait que tu y vas, quoi. je pense qu'on C'est je pense qu'on se génial. rendait pas compte, il y avait beaucoup d'inconscience à l'époque, je m'en rends un peu plus compte maintenant, et je pense que les gens qui nous rencontraient à ce moment-là devaient nous prendre pour des timbrés, en fait, mais, mais on se rend absolument pas compte sur le moment. Alors, Ouais. comment est-ce qu'on a fait pour la réglementation? On s'est dit, bah, il va falloir qu'on l'écrive, cette réglementation. Et donc, on a postulé un appel à projet que lançait l'Élysée à ce moment-là, qui s'appelait France Expérimentation. Il y avait 200 de projets Ouais. de simplification administrative. Il y avait 200 projets candidats, 5 lauréats. Et Novafid, entreprise de 6 mois à cette époque, avait été lauréat aux côtés de Veolia, de Saint-Gobain, pour avoir Ok. ces simplifications administratives, en l'occurrence d'écrire ce qu'on appelle un règlement ICPE, qui encadrera l'élevage à grande échelle d'insectes. C'est-à-dire quelles sont les règles qu'un acteur industriel devra respecter dans le cadre d'un site de production à très grande échelle. Ça, c'était, le concours était en janvier-février 2017. On a gagné. On a été reçus à l'Élysée par François Hollande à l'époque, avec toute notre petite équipe on était 6 ou 7. On est venus tout contents, discuter avec le président et pouvoir écrire avec les ministères la réglementation. Donc, premier problème résolu. Ok. Sur l'équipe, on s'est dit, pas grave, on est parmi les fondateurs, on est 4 ingénieurs, on laisse nos équipes travailler sur la R&D, nous on se divise le process en 4. Je m'occupais de la matière première, Aude s'occupait de la reproduction des insectes, Bastien de leur croissance, Guillaume de leur transformation, et on va Ok. réfléchir à quelle solution industrielle on va mettre en place, comment on découpe les choses, euh, et, euh, et, euh, et, euh, et c'est ce qu'on a fait. Et ça a pas trop mal fonctionné, même si en fait à la fin, lors du ce qu'on appelle le commissioning, donc l'installation des équipements et des machines, on avait eu des renforts Ouais. dans l'équipe d'ingénierie. Et après, sur le Ouais. troisième point, sur les financements, et ben en fait, j'ai envie de dire quand tu y crois vraiment, les gens te suivent. Et ce qu'on avait réussi à faire, on avait récupéré, on a fait une petite levée de fonds d'environ 1 million d'euros, récupéré quelques subventions publiques qui nous permettaient de payer le Ouais. parti process de l'usine, donc, qui était à 1 million, 1,5 million d'investissement. Puis il y a la partie infrastructure de la ferme verticale Ok. qui était de 4 millions d'euros. Et là, en fait, c'est la communauté d'agglomération de Cambrai, là, on construisait notre bâtiment, qui a pris la responsabilité de construire ce qu'on appelle un bâtiment relais. Donc, réaliser l'investissement, qui allait accueillir le process mis en place par Innovafid. Euh, Ouais. donc, c'est eux qui portaient l'investissement et on rembourserait en fait cet investissement sous forme de loyer. Et je me souviens en fait très très bien ce que nous avait dit le député maire de Cambrai à cette époque. Donc on venait de lui expliquer en Ouais. fait comment fonctionnait notre projet, quelle était l'idée derrière, quelle était la rentabilité. Il dit écoutez, j'ai absolument rien compris à ce que vous m'avez raconté. Moi je connais pas les insectes, mais quand je vous vois en fait quatre personnes extrêmement motivées qui avaient tout à perdre en fait dans le fait de vous lancer dans ce projet et d'y croire avec cette énergie. Moi quelque part j'ai rien à perdre. J'ai 70 ans, Oh, j'ai strictement génial. rien à perdre. J'ai envie de vous suivre parce que s'il y avait qu'une seule personne qui serait venue me voir, lui il était de fou. Et quand je vois 4 personnes Ouais, qui ouais. viennent me voir et qui ont un discours cohérent et qu'ils y croient fondamentalement, moi j'ai envie de vous suivre et de vous faire confiance, de vous accompagner dans ce développement-là. Donc ça, quelque part, nous a mis le pied à l'étrier et ça a permis en fait Ah ouais. de réaliser ce. Donc ça tient aussi à une belle rencontre qui des fois, enfin, je veux dire, ça tient au fait d'y croire beaucoup, qui peut aussi attirer ce genre de rencontre. Enfin, j'ai un peu cette croyance-là. Exactement. Et je pense qu'en fait, je dirais même, pour moi, ce que j'ai appris, c'est que la force de conviction d'une équipe est beaucoup plus importante que la force de conviction d'une personne. Quand tu as quelqu'un qui te raconte quelque chose, même s'il y croit énormément, tu peux dire qu'il se trompe. Il est un vrai. Et quand tu vois un groupe de 4 personnes, puis de 50 personnes, puis de 100 personnes, puis 300 personnes, c'est d'une puissance énorme Ouais, et ça peut en fait renverser tous les obstacles. hyper intéressant. Merci beaucoup pour ce partage. En effet, c'était pas sur le papier, c'était pas gagné d'avance, quoi. Ouais. Clairement, vous êtes bien accrochés. Alors, avant les dernières petites questions, le gros défi marketing à venir, et c'est le gros défi à venir de manière générale, tu disais que c'est l'alimentation humaine. Est-ce que tu veux m'en dire 2 mots? C'est un peu, peut-être par quel angle vous prenez ce sujet? Euh, bah, écoute, on pense que l'ingrédient qu'on a développé,
un ingrédient qui a beaucoup de potentiel. Une proposition de valeur est très intéressante. La protéine d'insecte incorporée dans des steaks de Beyond Meat, par exemple, incorporée dans des préparations, dans des milkshakes, une nutrition sportive, a du potentiel. Néanmoins, il y a un défi marketing absolument énorme parce qu'il faut construire tout l'imaginaire et toute l'histoire et dépasser le fait que les gens aujourd'hui n'ont pas l'image de l'insecte. Ouais, c'est ça. Donc il y a tout ce travail. Voilà. Et en même temps, c'est intéressant parce qu'en t'entendant, je me dis, il y avait le défi marketing à l'époque de te faire manger enfin, je veux dire, l'industrie de la viande au final a eu aussi un petit peu ce défi où au final, les gens, même que ce soit adultes ou enfants, n'ont pas envie de voir la vache à côté du steak. Et donc ils ont réussi à faire un imaginaire où on voit la vache heureuse dans son pré, alors que bon, on en revient un petit peu de la vache heureuse dans son pré. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu un imaginaire de construit, et donc c'est un petit peu ça que vous avez envie ou que vous avez besoin de faire aujourd'hui pour amener les gens à manger des produits où il y a de la protéine d'insecte, mais que ce soit plus une prudence à avoir pour eux, que ce soit plus une crainte, quoi. Exactement. C'est bien résumé notre défi marketing. Ok, et donc là, vous êtes en train de réfléchir à ça concrètement. Ouais, absolument. On développe des prototypes de produits, on construit l'histoire autour de ça. Et je pense que et vous travaillez les packaging, j'imagine, aussi, parce qu'ils vont beaucoup absolument contribuer. Trop bien. Et ben, me reste à te poser les 3 petites dernières questions de ce podcast. Premièrement, c'est quoi ton conseil marketing pour les auditeurs ? Faites des choses un peu avec vos tripes, en fait. Cherchez pas mettez l'authenticité dans le marketing. Je reviens sur l'exemple dont on discutait sur la marque employeur. Je pense que quelque part, si c'est une stratégie, si c'est une politique RSE, si c'est une stratégie marketing, que ce soit le consommateur ou les gens qui vont rejoindre la boîte sentent que c'est fabriqué, que c'est biaisé. Je pense qu'il faut être le plus authentique possible, le plus cohérent possible entre ce qu'on est et la façon dont ce qu'on aimerait être et la façon dont on se présente. Et je pense que chaque fois que vous vous sentez en train de biaiser pour une raison ou pour une autre, je suis assez pessimiste sur l'efficacité de la stratégie marketing et que surtout sur le long terme. Merci beaucoup, complètement aligné en effet. Est-ce que tu aurais une conférence, un livre, une musique, un film à nous partager qui t'inspire ? Oui, je viens de finir de lire un bouquin qui s'appelle Les Racines du ciel de Robin Gary, où un certain Morel protège les éléphants en Afrique, oui. vit dans la jungle, au Tchad, au milieu des Grands Lacs, et j'ai trouvé ça très inspirant, très visionnaire, avec 50 ans d'avance, écrit avec 50 ans d'avance, et ça permet de vraiment s'évader, surtout dans un contexte où on s'est senti un petit peu, quelque peu oppressé ces derniers mois, quoi. Ouais. Et pour finir, est-ce que tu aurais un acteur à me recommander de l'impact pour partager aussi son histoire à lui et ses conseils à lui dans le podcast ? Ouais, je conseille d'aller parler à Gabriel Bonneau de l'Issaquois. Il développe une technologie incroyable d'élevage de gambas en recirculation. Ce sont des très beaux produits avec très peu d'impact environnemental. Donc, je pense hyper intriguant. On mettra le lien évidemment et puis je vais aller regarder effectivement. Ça m'intrigue ce projet-là. Et ben écoute, un grand merci pour tous ces partages et puis je te dis à très vite. À très vite, Mélodie. Merci beaucoup pour cette discussion, c'était vraiment génial. Cool, salut. Si vous êtes arrivé au bout de cette causerie, c'est sans doute qu'elle vous a plu. Pour être averti des prochains épisodes, inscrivez-vous à la newsletter Business Positif et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis j'imagine qu'on vous le demande souvent, mais c'est tellement précieux d'avoir votre soutien. Alors s'il vous plaît, prenez une petite minute pour partager cet épisode autour de vous et le noter ou lui laisser un commentaire sur Apple Podcasts. À très vite.